Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Je suis ravi de pouvoir être là. J'ai effectivement un peu intercalé cette intervention dans un programme un peu chargé. J'ai deux casquettes, donc je suis chercheur en sciences cognitives, en psychologie du développement et en neurosciences cognitives de l'éducation. Et puis, comme vous ici, de temps en temps, j'ai une casquette d'enseignant et donc je dois aller donner un cours à l'université. Donc je rentre dès que j'ai fini mon intervention. Voilà, mais c'est avec plaisir que je suis là aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer un peu finalement qu'est-ce que peuvent apporter les sciences cognitives pour penser les transformations pédagogiques, quels peuvent être finalement aussi l'enjeu de s'intéresser aux compétences alors psychosociales, socio-émotionnelles. Elles ont différents noms, mais elles renvoient finalement à un corpus de compétences un peu similaires. Et puis, n'hésitez pas à m'arrêter. Si vous avez des questions, je m'arrête, on discute, on ira là où on ira, mais c'est un peu aussi ça l'enjeu de la présentation aujourd'hui. Je voulais simplement faire un petit... D'habitude, je ne passe pas trop de temps sur cette première slide, parce que je pense qu'il n'y a pas forcément d'informations extrêmement pertinentes, si ce n'est que je vous invite à aller regarder le 21 du Lapsidé, qui est un blog scientifique. Alors, j'en parle beaucoup et j'en suis très fier, parce que c'est mes doctorantes qui l'ont lancé, et c'est une initiative des étudiants pour essayer justement de faire de la diffusion scientifique auprès du grand public, et notamment à la communauté éducative. Donc vous verrez qu'on a écrit plein de... elles ont commencé à écrire, donc c'est à chaque fois un binôme, un chercheur et... enfin un enseignant-chercheur et un doctorant ou une doctorante, autour de thématiques qui vont des problématiques d'apprentissage des mathématiques dans le cerveau, d'attention, des problématiques autour de la musique et de l'apprentissage, autour des compétences socio-émotionnelles, enfin, tout ça. Et vous verrez qu'il y a un certain nombre de ressources que vous pourrez trouver, plus une chaîne YouTube qui est associée, sur laquelle il y a un certain nombre de conférences qu'on a pu faire et qui pourront aussi vous donner des idées dans ce processus de réponse à cet appel à projet. Alors, je commence souvent par quelques basiques, mais vous rappelez que vous enseignez à des cerveaux qui sont en pleine maturation, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de paradoxe ici, on considère que, en tout cas la société considère qu'à 18 ans, on est adulte. Du point de vue du cerveau, il n'y a rien de plus faux. C'est-à-dire qu'on est encore un adolescent. En fait, quasiment tout le temps qu'on passe dans l'enseignement, que ce soit l'enseignement primaire, secondaire et universitaire, que ce soit professionnel, technologique ou général, nous avons des cerveaux en développement. Et donc ça pose un certain nombre de contraintes. C'est-à-dire qu'on a évidemment des opportunités du fait d'avoir un cerveau en développement. C'est-à-dire que notre cerveau est un peu plus plastique à ces âges-là. C'est pour ça qu'on apprend avec un peu plus de facilité pendant cette période-là. Mais c'est aussi une période de vulnérabilité, et la période notamment, la crise de la Covid. Alors je ne sais jamais si on doit féminiser ou pas, je n'ai pas très bien suivi. Je crois que l'Académie française avait dit féminin, puis après tout le monde a dit pourquoi ça serait justement le seul truc qu'on mettrait au féminin. Donc je ne sais plus s'il faut, parce que c'est négatif en fait quand même cette maladie. Donc je ne sais plus si on dit là ou le. Donc vous m'excusez pour ça. Ça a eu évidemment une répercussion d'autant plus forte pour ces cerveaux en développement, parce que par définition, comme ils sont plus plastiques, ils sont aussi beaucoup plus sujets aux répercussions du stress, et notamment le stress chronique. Il ne faut pas oublier que cette crise, c'est une crise dans laquelle l'ensemble de nos cerveaux a été fondamentalement exposé à un stress chronique. Je vous rappelle qu'au tout début de la crise, on pensait que peut-être 20% de la population mondiale a été décimée par ce virus. Et donc ça a des effets, évidemment, sur nos cerveaux, mais aussi sur le cerveau des élèves, et a fortiori le cerveau des élèves qu'on a devant nous. Je vais un peu vite parce que j'ai pas beaucoup de temps et que j'ai tendance à être très bavard. Vous rappelez simplement que le cerveau, c'est un organe un tout petit peu particulier. C'est 86 milliards de neurones connectés entre eux par 1 million de milliards de connexions. Donc si vous considérez que Internet c'est très compliqué, dites-vous que ce que vous avez dans votre boîte crânienne c'est beaucoup plus complexe. C'est pour ça que c'est finalement envoyer des fusées dans l'espace, c'est un problème compliqué qu'on a réglé il y a longtemps. Comprendre comment fonctionne le cerveau et comment il produit la pensée, c'est un problème complexe et on n'est pas prêt de le résoudre. Donc si vous vous intéressez au transhumanisme, ne vous inquiétez pas, on ne sait pas où on mettra la puce pour rendre les gens plus intelligents. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire d'être intelligent, et même si on savait, on ne saurait pas très bien où mettre la puce dans le cerveau humain. Donc Elon Musk a plein d'idées, mais sur celle-là, il peut dire aussi des grosses bêtises, celle-là en fait partie.
Deuxième chose importante, c'est que ce cerveau, il ne se développe pas du tout comme nos autres organes. Nos autres organes, pour faire simple, pendant la courbe de croissance, si vous regardez les courbes de croissance dans le carnet de santé de vos enfants, globalement, ça fait des courbes avec des asymptotes vers 16-18 ans. Un cerveau humain, ça fait déjà 95% du volume d'un cerveau adulte à 5 ans. On voit bien que il ne devient pas plus efficace en étant plus gros. Donc en fait, c'est un organe qui se développe en se reconfigurant au cours du temps. Il y a 2 grandes étapes de reconfiguration ou de configuration du cerveau. La petite enfance, on en a beaucoup entendu parler. Le gouvernement a notamment lancé un grand plan sur les 1000 premiers jours de l'enfant, avec l'enjeu justement de l'environnement précoce de l'enfant. Mais ça a tendance à avoir un effet sur l'idée, vous savez, de cette espèce de mythe qui circule que tout se joue avant un âge donné, que si on n'a pas fait certains apprentissages avant 3 ans, alors des fois c'est 3 ans, des fois on entend 6 ans, des fois on entend 9 ans, donc tout ça, ça repose sur rien en fait. Hein. C'est des pédagogues et des neuromythes qui circulent fortement dans la communauté. Mais il y a une deuxième période de sensibilité très forte de notre cerveau à son environnement, c'est la période de l'adolescence. Donc, la période, on va dire, qui commence à partir de 10-12 ans, vous avez un changement pubertaire, et ce changement pubertaire réouvre finalement, ou en tout cas fait que notre cerveau redevient extrêmement plastique et extrêmement sensible à l'environnement, et notamment l'environnement social. Quand on dit les compétences psychosociales, quand on parle des compétences socio-émotionnelles, on en parle aussi fortement à l'adolescence, parce que cette période-là, c'est une période un peu particulière du point de vue de notre cerveau, et que ce cerveau, il va être très sensible, notamment à l'environnement social. Ça ne vous aura pas échappé tout à fait pour ceux qui, de temps en temps, vont dans une classe, que les adolescents ne se comportent pas exactement de la même manière quand ils sont seuls et en groupe. Bon, c'est un peu dû à leur cerveau, en fait. Et ce qui veut dire que l'adolescence, typiquement, ça se définit d'un point de vue biologique. C'est ça que vous pouvez le définir avec différents prismes disciplinaires, mais d'un point de vue biologique, fondamentalement, c'est le fait que vous avez différents systèmes dans le cerveau qui vont maturer à différents rythmes. Et notamment la période de l'adolescence, qui fait que les adolescents, pour ceux qui en ont parfois un peu de mal à se contrôler, en fait, c'est totalement biologique. C'est-à-dire qu'en fait, leur système qui est impliqué dans la réactivité émotionnelle va maturer beaucoup plus rapidement que les systèmes qui sont engagés dans la régulation de la réaction émotionnelle. Donc un adolescent, il a des difficultés à se contrôler, pas parce que c'est un adolescent. Il a des difficultés à se contrôler parce que son cerveau est en pleine maturation et qu'il y a un décalage de maturation des systèmes émotionnels par rapport au système de régulation des émotions. Et donc c'est important aussi pour leurs apprentissages. Parce qu'un apprentissage, ça se fait dans un contexte émotionnel. Tout apprentissage implique des émotions. Le plaisir d'apprendre, l'émotion que vous ressentez quand vous venez de faire une erreur, le fait de progresser, tout ça, ça produit des réactions. Et elles sont différentes chez l'adolescent et chez l'adulte. Donc souvent, on a un prisme d'adulte sur le cerveau adolescent. Et parfois, ça nous amène à pas forcément avoir les meilleurs leviers pédagogiques avec eux. Parce qu'effectivement, ils réagissent différemment quand ils sont en groupe, quand ils sont seuls. Ils réagissent différemment à la récompense. Ils vont réagir différemment au risque et à l'engagement dans le risque. Et que tout ça, ça peut aussi constituer des leviers pédagogiques. Bon, en gros, vers 22 ans, votre cerveau est à peu près configuré comme le cerveau d'un adulte. D'accord ? Ouf. Vous êtes au bout de la maturation cérébrale. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus apprendre après 22 ans. Ça serait terrible. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'éducabilité, d'une part, et puis qu'il y a une espèce de fatalisme, c'est-à-dire qu'arrivé à 22 ans, on ne pourrait plus apprendre. Donc évidemment que non. On a un mécanisme fondamental dans le cerveau humain qui est le mécanisme de neuroplasticité. C'est-à-dire que notre cerveau peut se reconfigurer suite à des apprentissages. C'est-à-dire que tout apprentissage, quel qu'il soit, quelle que soit sa nature, entraîne des changements dans notre cerveau, sous-tendu par des changements cérébraux. Et c'est vrai à tous les âges de la vie. Alors je le présente souvent parce que je n'ai pas forcément que des adolescents et des lycéens devant moi, ça m'arrive aussi, j'en fais aussi des cours sur le cerveau. Mais en règle générale, j'ai des gens un tout petit peu qui ont dépassé le stade de l'adolescence. Et donc je vous montre simplement que c'est vrai à tous les âges de la vie. Donc ce que vous voyez à gauche de la diapositive, c'est typiquement une étude qui a été menée chez des chauffeurs de taxi londoniens âgés de 50 ans et qui ont évidemment développé une expertise spécifique qui est de pouvoir naviguer dans leur environnement, de connaître l'environnement dans lequel ils vont se déplacer. C'était avant l'émergence des GPS, elle date des années 2000, donc il fallait connaître effectivement son environnement spatial.
Et cette expertise, elle est sous-tendue par une modification du volume de certaines régions du cerveau, et notamment les volumes qui sont une région du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, parce qu'en fait elle ressemble à un hippocampe, et qui est impliquée dans notre capacité à mémoriser des informations en mémoire à long terme, pour le reste de notre vie, et dans notre capacité à naviguer dans notre environnement. Donc on développe une expertise, cette expertise elle est sous-tendue par une transformation de notre cerveau. Et ça c'est vrai quel que soit l'âge. Et c'est vrai pour tout type d'apprentissage. Donc ici, c'est l'expertise, d'accord ? Mais vous pouvez aussi le montrer dans une démarche plus rapide de l'acquisition d'une compétence spécifique. Ici, on prend des jeunes adultes à qui on apprend à jongler pendant 3 mois. Et si vous regardez leur cerveau et la structure de leur cerveau avant et après apprentissage du jonglage, il y a des transformations du volume de certaines zones cérébrales, notamment dans la partie postérieure du cerveau, qui est dédiée aux aires visuelles dans notre cerveau, et notamment la partie et la région qui va se transformer suite à l'apprentissage du jonglage, c'est la région qui prend en charge le suivi des objets dans notre champ visuel, le suivi des mouvements des objets dans notre champ visuel. Typiquement, quand vous apprenez à jongler, c'est une compétence que vous devez développer. Vous développez une compétence, transformation du cerveau, en réaction à cette compétence. Alors vous allez me dire, oui, mais tout ça c'est très intéressant, mais quelle incidence ça peut avoir sur les pratiques pédagogiques ? Mais déjà, le simple fait de dire ça à des apprenants, ça va favoriser un état d'esprit de changement chez eux. Ça veut dire qu'ils vont mieux apprendre. Une vidéo de 15 minutes suffit. Donc vous n'avez même pas besoin, vous pouvez utiliser le numérique pour le faire. Et ça fait à peu près, je pense, 15 ans qu'on le sait. Je pense, je mets au défi quiconque d'avoir utilisé ce type d'intervention. Vous inquiétez pas, hein, c'est le cas partout, dans tous les établissements. Mais c'est des choses toutes bêtes qu'on a déjà depuis très longtemps dans les cartons, en psychologie des apprentissages, et qui sont des leviers extrêmement importants, parce que ce que vous changez en fait chez l'apprenant, c'est son état d'esprit, c'est ses conceptions implicites de l'intelligence et de ses apprentissages. Et vous l'avez vu chez les élèves, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élèves qui disent « non, mais moi je suis nul en maths, je suis pas bon, je peux rien faire par rapport à ça ». Tout l'enjeu effectivement de l'apprentissage, c'est de dire « si, en fait, si à partir du moment où on engage des efforts et on est persévérant dans ces apprentissages, on peut progresser ». Et réussir finalement à induire un état d'esprit de changement chez les élèves, c'est un levier puissant sur leurs apprentissages. Donc il y a aussi de cet ordre-là. C'est vrai aussi pour la formation continue, hein, et pour la formation chez l'adulte. C'est pas spécifique aux adolescents. Si vous pouvez exactement faire la même chose, on a aussi une variabilité sur nos conceptions implicites de nos compétences et de notre intelligence. Donc on peut faire des choses comme ça en ayant ce type de connaissances-là. Ça peut être des leviers d'accompagnement effectivement des apprentissages. Moi je ne dirais pas comment enseigner telle ou telle matière. J'en sais rien. D'ailleurs, j'ai pas d'expertise en pédagogie. Mon expertise, c'est de savoir comment le cerveau apprend. Donc peut-être que l'enjeu, c'est justement de voir comment, de ce dialogue, on essaye de faire naître des nouvelles pratiques pédagogiques et des pratiques qui soient réellement transformantes pour les apprentissages des élèves. Alors, de façon générale, quel que soit l'apprentissage, quelles que soient les expériences que nous développons et quel que soit notre environnement, on va avoir un effet sur le cerveau. Et j'y reviendrai après, la notion d'environnement, notamment social. L'environnement social a un effet extrêmement important sur notre cerveau. Et vous verrez par quel mécanisme, et ça nous permettra d'aborder la problématique de la crise qu'on a traversée, et effectivement des crises probablement à venir, parce que vous savez qu'on est dans un monde qui est en train de se transformer du point de vue notamment de notre environnement, et que c'est pas impossible qu'il y ait d'autres crises de cette nature qui nous tombent dessus dans les années à venir, et donc ça serait bien qu'on puisse les anticiper, ou en tout cas d'avoir des réponses pédagogiques à cela. Alors je vais prendre un exemple, je sais qu'il n'est pas tout à fait adapté à l'âge de vos apprenants, je vais prendre une des premières acquisitions d'un outil culturel, mais comme c'est le premier outil qu'on apprend dans le domaine éducatif, en gros c'est l'apprentissage de la lecture, je vais vous montrer ce que ça produit sur le cerveau d'apprendre à lire. Et en fait, tous les outils que nous développons et que nous essayons finalement, ce qu'on essaye d'apprendre dans le système éducatif, c'est de transférer un outil culturel d'un cerveau à un autre. C'est-à-dire que quand on est dans une interaction de tutelle entre un enseignant et un élève, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on a acquis un certain nombre d'outils culturels créés par notre culture, qu'on a transféré d'une génération à une autre, et on essaye de le transférer de notre cerveau au cerveau de l'apprenant. Et en fait, acquérir des outils culturels, c'est extrêmement compliqué. Et souvent, on mésestime la difficulté qu'il y a à certains apprentissages, parce que nous, on a déjà acquis ces compétences-là, et qu'on a du mal à comprendre pourquoi c'est difficile de l'acquérir pour les adolescents ou les jeunes adultes ou les adultes plus âgés qu'on a devant nous. J'essayais juste simplement de faire la focale sur qu'est-ce que ça veut dire pour un cerveau
d'acquérir un outil culturel. Alors, on va prendre l'outil culturel qui est le plus représentatif des outils culturels, parce que c'est le premier qu'on apprend, et que ça a des incidences extrêmement fortes de bien savoir lire, parce que plus vous savez bien lire, mieux vous réussissez dans notre système éducatif. En tout cas pour un certain nombre de filières. Alors qu'est-ce que ça produit d'apprendre à lire? Je vais être très rapide, mais c'était simplement pour vous montrer cette neuroplasticité appliquée aux apprentissages fondamentaux dans le cadre scolaire. Apprendre à lire, c'est extrêmement complexe, parce que c'est finalement... Alors, d'une part, la première chose, c'est que c'est un outil culturel relativement récent à l'échelle de la phylogénèse, à l'histoire de notre espèce. C'est 5400 ans, l'apparition de l'écriture. Pour le temps biologique, c'est rien, 5400 ans. C'est une seconde. Il n'y a pas eu de transformation de nos cerveaux suite à l'apparition de l'écriture. Un cerveau d'un bébé qui naît aujourd'hui, ça n'est toujours pas un cerveau de lecteur. Il a besoin, au cours de l'apprentissage et dans l'interaction de tutelle, justement, d'apprendre à devenir un cerveau lecteur. C'est-à-dire à faire quelque chose d'extrêmement complexe pour notre cerveau, d'apprendre à faire communiquer, à connecter finalement les aires qui sont impliquées dans la vision et les aires qui sont impliquées dans le langage. C'est pour ça que c'est difficile d'apprendre à lire. C'est difficile parce qu'en fait, on a des aires qui sont dévolues à la reconnaissance visuelle des lettres et des mots écrits, et puis il faut d'une part que ces aires dans le cerveau se spécialisent pour cette nouvelle fonction, et puis ensuite il faut que ça communique avec les aires du langage. Et ça, avant l'apprentissage de la lecture, ces aires du langage et ces aires visuelles, elles ne sont pas connectées les unes avec les autres. Donc très fondamentalement, l'acquisition de cet outil culturel, c'est une réorganisation de notre cerveau, qui est introduite par l'apprentissage. S'il n'y a pas d'apprentissage, ces connexions ne s'opèrent pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les récupérer plus tard dans la vie, je ne suis pas en train de dire ça. Mais je dis que si cet apprentissage, cette transmission de cet outil culturel ne s'effectue pas, on n'aura pas ce type de connexions qui vont se mettre en place. Donc globalement, ici, ce que vous voyez représenté, c'est un cerveau sur la gauche. En rouge, vous avez l'aire qui progressivement, l'aire dans le système visuel qui va progressivement se spécialiser pour la reconnaissance des lettres et des mots écrits. Mais cette aire-là, elle n'existe pas avant l'apprentissage de la lecture. Il n'y a pas d'aires dans notre cerveau qui vont spécifiquement répondre à la présentation des lettres et des mots écrits. Et puis ensuite, vous avez en orange l'ensemble des voies du langage qui nous permettent de faire ce qu'on appelle l'association graphophonémique, l'association entre les sons de la langue et la façon dont on les écrit. D'accord ? Puis vous avez une autre zone en verte, c'est quand vous devenez un lecteur expert comme vous et moi. En fait, vous prenez une voie beaucoup plus directe pour la reconnaissance et pour accéder au sens des mots. Vous allez reconnaître la forme globale du mot, et de là, vous allez directement identifier le sens du mot. Okay ? Mais au début de votre apprentissage de la lecture, ce que vous allez faire, c'est passer de là à là, okay ? Pour accéder au sens du mot. Bon, ce qu'on sait si on regarde d'un point de vue longitudinal, c'est-à-dire que si on suit les mêmes enfants dans le temps, et c'est aussi ça qu'on est capable de faire aujourd'hui dans nos laboratoires, on peut regarder les mêmes enfants, le cerveau des mêmes enfants au cours de l'apprentissage de la lecture. Et on peut regarder effectivement, est-ce que progressivement, cette zone, il y a une zone dans le système visuel qui va se spécialiser pour la lecture, pour la reconnaissance des lettres et des mots écrits. Alors ici, c'est un cerveau qui est présenté un peu de façon bizarre parce qu'il est regardé par en dessous. C'est comme si vous aviez pris une caméra et vous aviez une photo du cerveau par en dessous. Donc ce qui est à gauche, en fait, est l'hémisphère droit, ce qui est à droite est en fait l'hémisphère gauche. Et ces petits points verts que vous voyez, c'est la zone qui progressivement va se spécialiser pour la reconnaissance des lettres et des mots écrits au cours de l'apprentissage de la lecture. Avant, elle ne répond pas spécifiquement aux lettres et aux mots, et puis progressivement, elle va répondre spécifiquement pour les lettres et mots écrits. Ici, c'est les performances en lecture d'enfants à leur entrée en CP jusqu'à la fin du CE1. Ça c'est attendu, ils progressent dans leur capacité à reconnaître des mots en 1 minute. Et puis, ce que vous avez tout à droite, c'est une représentation un peu bizarre du cerveau. C'est comme si vous preniez votre cerveau, objectivement, c'est un organe tridimensionnel, c'est comme vous preniez le cerveau et que vous l'alliez écraser, vous en faisiez une pâte à crêpes. Donc j'ai représenté le cerveau aplati, ça marche. Mais ce qui est important, c'est ce que vous voyez tout à droite, c'est l'activation de la zone dont je viens de parler, qui répond spécifiquement aux lettres et aux mots écrits. Les activations sont représentées par ces couleurs rouge-orangé, et c'est aux différents temps de l'apprentissage de lecture. Donc 0, c'est le début de l'entrée en CP. À 53 jours après l'entrée au CP, vous n'avez quasiment pas d'activation de cette zone quand vous présentez des lettres et des mots écrits. Et puis, à 130 jours, vous avez une activation un peu plus importante. À 200 jours, vous avez une activité encore plus importante. Et à 270 jours, vous avez une activité encore plus importante. Donc c'est ça, acquérir un outil culturel. Tout apprentissage, ça produit des transformations majeures dans le cerveau, ça entraîne des réorganisations de notre cerveau. C'est ça que ça produit, un apprentissage. Et l'acquisition d'un outil culturel,
Ça peut être très dur, parce que justement, du point de vue biologique, on est en train de transformer cette structure cérébrale. C'est pour ça que ça prend 4 à 5 ans de devenir un lecteur expert. C'est dur d'apprendre à lire, mais ça souvent on oublie de le dire aux enfants. On oublie de leur dire, tu sais, ça va prendre 4 à 5 ans de devenir un lecteur expert. Et il va y avoir une première phase qui ne va pas être super sympa en fait, où il va devoir apprendre les appareillements graphophonémiques. Mais c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'on serait dans une formation continue avec des adultes, et d'ailleurs on l'a fait ici. Vous avez dit, ben voilà, il y a 2 jours, premier jour, c'est la journée est structurée de telle manière, voilà les 2 objectifs de ces 2 jours. On ne fait jamais ça avec les apprenants. On ne leur dit pas quels sont les objectifs pédagogiques nécessairement, on ne leur dit pas quelles sont les différentes étapes de l'apprentissage. Ça c'est fondamental, si vous voulez maintenir la motivation intrinsèque des élèves, c'est typiquement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut définir les objectifs, les sous-étapes de l'apprentissage, et il faut expliquer pourquoi ça peut être difficile et à quel moment ça va être difficile. Alors on le fait peut-être un peu plus avec les plus grands, mais on le fait très, très mal avec les plus jeunes. Souvent on se dit, finalement ils ne sont pas motivés. Bah oui, ils ne sont pas motivés parce qu'en fait, vous ne leur avez pas donné les leviers pour être motivés. Donc il y a un vrai enjeu de ce point de vue-là. Moi, je voulais juste faire une petite aparté sur le numérique. Alors ça c'est le numérique chez les jeunes, mais en fait vous pouvez démontrer que c'est vrai aussi chez les plus âgés. C'est simplement pour vous montrer aussi qu'on peut prendre en charge les élèves à besoins éducatifs particuliers, notamment les élèves qui ont des troubles du neurodéveloppement. Donc vous savez que quand on est dyslexique, quand on a des problèmes à apprendre à lire, quand on est dyscalculique, quand on a des problèmes à maîtriser les chiffres, ou quand on est dyspraxique, quand on a des problématiques de motricité fine, ça s'explique par un développement un peu différent du cerveau. C'est une étiologie biologique. C'est pas parce qu'on a eu des problèmes avec sa papa ou sa maman. C'est pas pour ça qu'on est dyslexique. On est dyslexique parce que notre cerveau fonctionne un peu différemment. D'accord ? C'est assez important à savoir. C'est une étiologie biologique, de la même manière que les troubles de la cognition sociale sont basés ont une étiologie, c'est-à-dire une origine biologique. C'est le cerveau qui fonctionne un peu différemment, qui s'est développé un peu différemment. Et donc l'enjeu, finalement, d'une partie des recherches qu'on mène aujourd'hui, c'est de se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas utiliser le numérique de façon intelligente, de façon ludique. On parle beaucoup des serious games, mais il y a aussi finalement utiliser le potentiel du numérique pour faire des jeux qui ne sont pas des jeux sérieux, des jeux pour jouer en fait, et en se disant que ces jeux, ils développent certaines compétences. Il faut arrêter de penser que jouer à des jeux vidéo, ça ne développe rien. C'est une activité soutenue dans le temps, généralement qui produit plutôt du plaisir chez le joueur, qui produit beaucoup de motivation extrinsèque, il y a un peu de motivation intrinsèque. Extrinsèque, ça veut dire, typiquement, je continue à jouer parce que je gagne des points et que je passe des niveaux, ok, mais il y a aussi une motivation intrinsèque, c'est-à-dire que tout d'un coup, comme il y a du plaisir finalement à jouer à ce jeu-là, à apprendre, à développer une expertise dans ce jeu, j'ai ma propre volonté finalement, et ma propre motivation pour continuer à progresser dans ce jeu. Ça joue sur les 2 facettes de la motivation. Et on sait qu'effectivement, les jeux vidéo, notamment ceux que vous n'aimez pas du tout, comme Fortnite et autres, ça développe des compétences extrêmement importantes pour les apprentissages. Alors, vous pouvez ne pas les aimer, j'entends bien, mais moi ce que je vous dis, c'est que ça développe notamment les capacités attentionnelles de vos apprenants. Et vous savez toutes et tous que l'attention, les capacités de concentration, c'est des leviers extrêmement puissants pour les apprentissages. Je ne vous dis pas qu'on va mettre tous les apprenants devant Fortnite, hein, c'est pas mon propos. Simplement de se dire qu'il faut peut-être avoir une vision un peu plus objective de ces problématiques-là, et peut-être de se dire parfois, effectivement, c'est pas complètement idiot d'utiliser le numérique dans sa version même ludique pour développer des compétences qui sont importantes pour tous les apprentissages. Parce qu'en plus, l'intérêt, c'est que généralement, ça joue sur des compétences très transverses. C'est-à-dire que ça ne joue pas sur une compétence disciplinaire spécifique à telle ou telle matière, ça joue sur les compétences qui nous permettent d'apprendre. Et donc là, c'est effectivement un levier extrêmement puissant, c'est ce qu'on appelle finalement toutes les compétences de l'apprendre à apprendre. Donc, ici, c'est simplement pour vous montrer comment on essaye de tester ça, parce que j'aimerais aussi pouvoir dire ça à un moment dans la discussion. On utilise ce qu'on appelle un essai contrôlé randomisé. Okay. On a un peu parlé pendant la crise. Vous savez, c'est des professeurs de médecine qui refusent d'utiliser ce type d'approche en prétextant que c'est pas la bonne façon éthique de tester l'effet d'un traitement. Alors en fait, c'est la seule qu'on a. Donc c'est celle qu'on doit utiliser. Si vous refusez d'utiliser, a priori, c'est qu'il y a anguille sous roche. Donc on les entraîne pendant 12 heures, évidemment pas d'affilée, soyons clairs, ils jouent une demi-heure par jour, 5 jours par semaine, pendant 6 semaines.
Ok, ça marche. Et on teste ici des enfants qui sont dyslexiques, âgés de 10 ans. Donc on a deux groupes, il y en a 10 qui vont jouer à un jeu vidéo d'action, 10 qui jouent à un jeu qui n'est pas un jeu vidéo d'action. D'accord. Et tous les deux jouent à des jeux vidéo. C'est une façon de contrôler les deux situations d'apprentissage. Et puis on les teste avant et après intervention. Et ça c'est fondamental. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut faire de l'innovation pédagogique. L'innovation pédagogique elle peut être multiple, mais on a un déficit dans l'ensemble de notre système éducatif. C'est l'évaluation de nos innovations pédagogiques. Et ça c'est plus acceptable. C'est-à-dire qu'il faut évaluer. Il faut que nous évaluions concrètement qu'est-ce qu'on a produit. Est-ce que ça fonctionne? Parce qu'il y a plein d'innovations pédagogiques qui paraissent très bien sur le papier, mais quand vous les testez, en fait ça ne produit rien. Donc vous avez perdu du temps et vous avez perdu de l'argent. Et si vous pensez à un niveau national, il y a la question aussi de la montée et de la mise à l'échelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui marchent très bien sur un établissement, et quand vous le montez à l'échelle, ça ne marche plus du tout. Vous faites disparaître la taille des effets. Il n'y a plus d'effet de votre intervention. Donc si vous avez investi beaucoup d'argent, d'une certaine manière, vous avez perdu de l'argent, mais en plus vous avez fait perdre du temps à vos équipes pédagogiques. Donc il y a un enjeu d'évaluer, et d'évaluer progressivement. D'évaluer sur un bassin, puis de monter à l'échelle, de le faire sur 20 établissements, puis de le faire sur 50, puis de le faire sur 100, puis de le faire sur 150. 170, c'est ça, j'ai bien ça en tête. Puis sur 170. Et en regardant effectivement les particularités du territoire. Parce qu'il y a des choses qui peuvent très bien marcher sur un territoire, qui marcheront moins bien sur un autre territoire. Et ça, vous avez besoin de le savoir. Si vous ne l'avez pas évalué, vous ne pourrez pas le savoir. Donc il y a l'innovation, oui bien sûr, l'innovation par le numérique, bien entendu, mais sans évaluation derrière, non. C'est terminé. On n'a plus le droit de plus faire d'évaluation de ce qu'on propose dans le domaine de la pédagogie. Mais vous inquiétez pas, hein, même des grands scientifiques, à partir du moment où ils s'intéressent à la pédagogie, ils arrêtent d'évaluer. C'est le paradoxe. Même à l'Académie des sciences, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas spécifique à certaines disciplines. Donc juste simplement, vous montrer ce qui se passe. Ça, c'est quand ils n'utilisent pas un jeu vidéo d'action. Ça, c'est quand ils utilisent un jeu vidéo d'action. T1, c'est avant intervention. T2, c'est après intervention, ça veut dire après qu'ils aient joué. Et en haut, c'est les compétences attentionnelles. Ça, c'était attendu. On sait que quand on joue à des jeux vidéo d'action, ici, c'est un jeu vidéo d'action qui est disponible dans le commerce. Vous tirez sur des petits lapins crétins avec des ventouses et ils vous tirent aussi dessus, donc vous devez éviter les ventouses. Ça produit des effets positifs sur le développement du système attentionnel. Ok ? Ils deviennent meilleurs pour focaliser leur attention sur les informations pertinentes d'une scène visuelle. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que, et vous savez que c'est un peu le problème en pédagogie, il y a des effets de transfert. Ça se transfère aux capacités de lecture. C'est-à-dire que des enfants qui sont dyslexiques, qui ont donc des déficits généralement phonologiques, de la conscience phonologique, c'est-à-dire la reconnaissance des phonèmes de la langue, en jouant à un jeu d'action, ils vont améliorer leurs compétences en lecture. Donc c'est contre-intuitif. On ne les fait pas du tout, on ne fait pas quelque chose de spécifiquement sur le langage, et pour autant on a des effets levier sur l'amélioration des compétences, notamment des élèves à besoins éducatifs particuliers, sur leurs compétences en lecture. Donc c'est aussi comme ça parfois qu'il faut réfléchir, c'est-à-dire de se dire, si on veut faire progresser de façon générale les élèves, peut-être que parfois il ne faut pas nécessairement en passer par le savoir disciplinaire, mais on peut essayer de développer des compétences transverses dont on sait qu'elles sont impliquées dans toutes les matières. D'accord ? Et c'est peut-être aussi ça l'enjeu de la transformation de la pédagogie, c'est de mettre une focale plus forte sur ce type de compétences-là et de savoir comment on les développe dans chacune des disciplines. L'idée, c'est pas d'abandonner les disciplines, c'est pas l'enjeu, mais on peut très bien faire une focale, remobiliser finalement ce type de compétences dans chacune des matières. Mais l'enjeu, c'est qu'à ce moment-là, il faut pouvoir le dire à l'apprenant. C'est-à-dire que ce qu'on rate souvent, c'est qu'on fait jouer, ou il joue, pardon, on ne fait pas jouer, il joue contrairement à ce qu'on voudrait, alors jeux vidéo à la maison, mais personne ne leur dit, mais tu sais, dans ces jeux vidéo, en fait, tu as développé plein de compétences dont tu as besoin à l'école. Et ça, c'est extrêmement transformant, parce que vous en appelez à ce moment-là, alors métacognition. Donc il y a un enjeu plus fort, à finalement intégrer l'extrascolaire, le périscolaire et le scolaire. On ouvre une vraie problématique, en tout cas l'éducation nationale, on n'y est pas encore. Je voulais vous parler aussi de l'environnement et la problématique effectivement que pose l'environnement pour les apprentissages. Vous parlez du niveau socio-économique, de cette problématique qui est fortement ancrée dans notre système éducatif, qui est la problématique des inégalités éducatives. Et ces inégalités éducatives, elles ont un retentissement direct sur le cerveau des apprenants. Il ne faut pas croire que c'est juste un problème social, c'est un problème biologique. Quand vous naissez dans un milieu défavorisé, 4 mois après
votre naissance, votre courbe de maturation cérébrale, elle est différente de celle des enfants qui naissent dans un milieu favorisé. C'est ça, l'effet du niveau socio-économique dans lequel vous grandissez. Et vous savez que les inégalités éducatives, elles sont pratiquement plus fortes entre le territoire urbain et le territoire rural qu'au sein du territoire urbain entre les enfants qui viennent de familles à un niveau socio-économique différent. Donc, et ça s'exprime fondamentalement par un effet direct sur le cerveau. Alors pourquoi ça agit sur le cerveau? Parce que finalement, peut-être besoin d'une chaîne causale là. Parce que quand vous naissez dans une famille défavorisée, et évidemment c'est en moyenne, il y a des familles qui sont singulières et spécifiques de ce point de vue-là, il y a une variabilité, mais généralement quand vous développez dans un milieu défavorisé, vous êtes beaucoup plus soumis à du stress chronique que dans d'autres milieux. Parce qu'il y a une pression sur le logement, parce qu'il y a une pression sur des enfants qui sont placés dans des familles d'accueil, parce que vous avez une pression aussi sur la nutrition parfois, vous avez des enfants qui ne prennent pas de petit déjeuner avant d'aller à l'école, parce que vous avez une pression sur la ressource de façon générale, les ressources culturelles, les ressources cognitives, la stabilité émotionnelle du foyer, vous avez des effets sur la quantité de sommeil de ces enfants, parce qu'il y a une pression sur le logement. Que tout ça, finalement, ça finit par créer un environnement dans lequel le stress chronique est extrêmement important. Et le stress chronique, pour certains d'entre vous, vous savez qu'il y a une hormone du stress qui est liée au stress, qui est le cortisol. Et quand votre cortisol augmente dans votre corps, malheureusement, vous avez des récepteurs au cortisol dans votre cerveau. Donc, quand vous augmentez le taux de cortisol dans le corps humain, le cortisol va venir se fixer sur ces récepteurs dans le cerveau et va affecter la maturation cérébrale d'un certain nombre de systèmes, et notamment tous les systèmes qui sont impliqués dans les apprentissages, tous sans exception. Le langage, tous les systèmes du langage, tous les systèmes de la mémorisation, tous les systèmes de haut niveau qui permettent de planifier l'ensemble des étapes pour résoudre un problème, tous les systèmes qui sont impliqués dans le raisonnement et dans la réflexion. Donc c'est un enjeu de prendre ça en compte, et la réponse, elle est double. Elle est évidemment une réponse sociale, c'est-à-dire que si on améliore les conditions de vie de ces familles, vous allez de facto diminuer le stress chronique, mais elle est aussi une réponse pédagogique. C'est-à-dire que quand on pense la différenciation pédagogique, il faut aussi la penser pour ces enfants-là. D'accord ? Qui peuvent avoir des difficultés, non pas parce qu'ils ont des troubles du neurodéveloppement, et ça c'est un des problèmes, c'est-à-dire qu'on sait par exemple que les enfants qui viennent des milieux très populaires, c'est-à-dire sous le seuil de pauvreté, les enfants issus de la grande pauvreté, ils sont massivement orientés vers les classes spécialisées. Ils n'ont pas de troubles du neurodéveloppement. Ils ont un décalage de leur apprentissage du langage, du fait du milieu dans lequel ils se développent. Et comme vous les orientez sur la base d'un quotient intellectuel dont une partie est verbale, cherchez pas. Ça c'est assez facile à corriger. Il y a deux échelles dans le QI verbal, le QI performance. Le QI performance, il n'est pas affecté par votre niveau de langage, donc vous pourriez essayer de corriger les choses de ce point de vue-là. Je dis nous, collectivement, je ne mettais pas la focale spécifiquement. Je voulais simplement vous dire un peu ce qui s'était passé pendant la Covid, parce qu'on a un peu des données maintenant consolidées là-dessus, notamment sur les apprentissages. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a fermé les écoles? Je pense que c'est une question collective qu'on s'est posée. Il y a notamment certains systèmes qui ont fait des évaluations nationales juste au moment où les écoles ont fermé, enfin juste avant que les écoles ferment. Et en fait, ils ont fait une évaluation nationale juste après, au moment où les écoles ont réouvert. Donc ils ont exactement en fait la période qui a été impactée par les apprentissages. Et donc ce qu'on essaie de quantifier en fait, c'est ce qu'on aurait dû observer en termes d'apprentissage chez les apprenants. Donc on n'est pas en train de dire quelle est leur compétence, on se dit comment auraient dû évoluer leurs compétences sur les 3 mois pendant lesquels les écoles ont été fermées. Donc on va comparer finalement les courbes d'apprentissage observées dans les 3 dernières années entre ces deux temps de la scolarité, et on va les comparer à le type de courbe d'apprentissage qu'on a obtenu sur ces 2 temps-là au moment où les écoles étaient fermées. Bon, cette étude, ce qu'elle révèle, c'est qu'il y a des pertes d'apprentissage, au point même de faire dire aux auteurs qu'en fait, il n'y a eu aucun apprentissage pendant les 3 mois où les écoles ont été fermées. Pas d'apprentissage chez les élèves. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas homogène, c'est totalement hétérogène, c'est-à-dire que c'est encore plus fort chez les élèves qui viennent de familles défavorisées. Ça, on sait bien, ils sont restés dans leur milieu social, généralement, je vous rappelle qu'ils étaient dans des familles où
qui étaient en première ligne, c'est-à-dire c'est les familles qui n'ont pas pu rester à la maison pour faire du télétravail, elles sont allées travailler au supermarché, être face au public, donc c'était ceux qui étaient en première ligne, et que évidemment ça a eu un effet sur le type d'apprentissage qui a pu s'opérer pendant cette période-là. Donc, une fois que je vous ai dit ça, ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien de faire de la continuité pédagogique avec du numérique. Parce que des fois, les gens utilisent cette étude-là pour dire, vous voyez, ça ne sert à rien, on a fait de la continuité pédagogique, de toute façon, ils n'ont rien appris. Ok, il faut se replacer dans la période. Je viens de vous dire que le stress chronique avait un effet sur les apprentissages, mais sur la maturation cérébrale. Je rappelle quand même que cette première période, ce premier confinement, c'était une période de stress extrêmement important pour l'ensemble de nos cerveaux. C'est-à-dire qu'on a été pendant plusieurs mois dans une situation d'incertitude extrêmement importante, dans laquelle le stress était fort pour nous, mais aussi pour nos enfants, enfin pour les élèves de façon globale. Et que donc peut-être que le fait qu'ils n'aient pas appris d'une certaine manière s'explique aussi par l'effet du stress chronique auquel ils ont été exposés. Donc si je dis les choses un peu autrement, peut-être que s'il n'y avait pas du tout eu de continuité pédagogique, peut-être que les pertes d'apprentissage auraient été encore plus importantes. Ça, on ne l'a pas, la donnée, donc je ne peux pas vous dire si c'est le cas ou pas. Mais en tout cas, ça ne permet pas de dire que la continuité pédagogique, ça ne sert à rien. Il ne faut pas faire dire aux chiffres ce qu'ils ne disent pas, d'une certaine manière. Et qu'au contraire, je pense que très probablement, la continuité pédagogique, ça a été aussi un moyen de compenser et de venir réussir à compenser une partie des pertes d'apprentissage qu'on a pu s'observer pendant ce moment. Bon, et puis c'était simplement pour vous montrer, parce que je sais qu'on entend beaucoup parler de la problématique de l'exposition des enfants, notamment très jeunes, au numérique. Je vais juste vous montrer cette étude-là qui a été menée dans 13 pays, dans laquelle on a été partie prenante. Alors c'est des enfants très jeunes, mais c'est simplement, on peut évidemment faire des prédictions sur les enfants plus âgés sur la base de ces résultats-là. C'est des enfants âgés de 8 à 36 mois. Alors c'est un échantillon très particulier de la population générale, parce que vous imaginez bien que d'aller faire des petits tests à vos enfants de langage en plein milieu de la crise de la Covid, c'est plutôt les familles très favorisées qui ont participé à cette étude. Donc je ne sais pas ce qui s'est nécessairement, je n'ai pas toutes les données sur l'ensemble de la population générale, mais cette étude elle est intéressante à deux points de vue. Sur la partie droite de la diapositive, vous avez ce qui se passe sur les capacités de vocabulaire, ce qui s'est passé pendant la crise de la Covid, quand les enfants sont restés chez eux, en fait. Et ce qu'on a représenté ici, dans ces différentes histogrammes de couleurs différentes, c'est l'effet sur l'apprentissage du vocabulaire de ces enfants âgés de 8 à 36 mois, en fonction du temps qu'on a passé à leur lire des livres. Et ce qu'on voit, c'est que, comme ils sont restés dans le milieu social d'origine, et comme ils sont restés à la maison, on leur a lu plus de livres. Et 15 minutes de lecture par jour, ça suffit à développer le vocabulaire de l'enfant entre 8 et 36 mois. À partir de 15 minutes. Il suffit de lire 15 minutes par jour des livres aux enfants pour qu'ils développent leur vocabulaire. C'est une problématique chez les adolescents, parce que des fois ils arrêtent de lire. Il y a d'autres stratégies qu'on peut mettre en place. Et je voulais juste vous montrer ce qui se passe sur la gauche. C'est le temps d'exposition aux écrans sur le développement du vocabulaire. Ça n'a aucun effet. Zéro. Pas d'effet. Donc je sais qu'en ce moment, il y a une grosse offensive médiatique de quelqu'un que je déteste particulièrement, qui s'appelle le docteur Ducanda. Je rappelle que le docteur Ducanda n'a aucune expertise dans ce domaine-là, si ce n'est d'avoir vu quelques patients, et qu'elle raconte des grosses bêtises sur l'effet de l'exposition aux écrans sur le développement du vocabulaire de l'enfant. Bon, je parle même sur l'autisme virtuel, où là c'est carrément un scandale. Elle aurait dû être rayée de l'ordre de médecin pour ce type de sortie. Mais je veux dire simplement que la lecture, on sait que ça a des effets positifs. L'exposition aux écrans, en fait, c'est très compliqué parce que ça ne veut rien dire, l'exposition aux écrans. Ça dépend évidemment du type de contenu et ça dépend de ce que vous faites sur un écran. On sait par exemple que de l'exposition à certains contenus audiovisuels, ça a des effets positifs sur le développement du vocabulaire, alors qu'il y a certains autres types de programmes qui ont des effets délétères. Typiquement, si vous laissez vos enfants regarder Teletubbies, c'est mauvais pour le développement du vocabulaire. En même temps, comme ils ne parlent pas, c'est un peu normal. Si vous les laissez regarder Dora l'exploratrice, en fait, ça a des effets positifs sur le développement de leur vocabulaire. Plus que s'ils ne regardent pas la télé. D'accord ? Donc ça ne veut pas dire que la télé, c'est mauvais. Ça dépend de ce que vous faites sur la télé. C'est la même chose. Quelqu'un qui regarderait que les émissions culturelles sur Arte, je doute que c'est un effet délétère sur son développement culturel. Donc ça dépend de ce que vous faites sur un écran. De la même manière, si vous passez votre temps à utiliser on aimerait bien qu'ils fassent ça, mais ils ne font pas ça. Mais si nos enfants passaient leur temps à lire des grands livres de la littérature classique sur leur tablette, je vous assure,
Je doute que c'est un effet délétère. D'ailleurs, je doute même que vous pensiez que c'est un effet délétère. Voilà, d'accord. Donc ça dépend de quoi. Comment ? Oui, mais oui, moi aussi. Bon, le rôle des émotions, je voulais simplement faire un petit focus là-dessus. Ici, c'est sur l'apprentissage des mathématiques. Je vais être assez rapide parce que je voulais vous présenter d'autres choses. C'est la question de la problématique de l'anxiété disciplinaire. Vous savez que le stress et l'anxiété, certains élèves sont plus sensibles à l'anxiété, notamment les élèves qui viennent de milieux plus défavorisés, et que parfois, on sait aussi que l'anxiété disciplinaire, il y a des anxiétés disciplinaires spécifiques. Des fois, quand vous parlez, quand vous présentez des mathématiques à certains élèves, ils ont une réaction anxieuse, ça a un effet sur leur réussite scolaire dans cette matière-là. Typiquement, si j'ai du stress, de l'anxiété mathématique, j'ai tendance à être moins bon en mathématiques. Après, vous allez souvent me poser la question qu'on me pose toujours, c'est de dire est-ce qu'ils sont d'abord anxieux du point de vue des mathématiques et c'est pour ça qu'ils sont mauvais en mathématiques, ou est-ce que c'est l'inverse? Et je vous répondrai c'est bidirectionnel comme relation parce qu'en fait on ne sait pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que effectivement, vous êtes anxieux, vous avez des moins bonnes performances, comme vous avez des moins bonnes performances, vous êtes de plus en plus anxieux et ça se renforce mutuellement. La question qu'on s'est posée au laboratoire, c'est de se dire mais finalement c'est quoi exactement la chaîne causale qui fait que les enfants qui viennent de milieux défavorisés, on sait qu'ils sont plus soumis à du stress chronique, on sait qu'ils ont plus d'anxiété générale, mais la question qui peut se poser pour nous, c'est est-ce que finalement le fait de développer une anxiété générale, c'est ce qui explique le fait qu'ils soient moins bons en mathématiques? Ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus complexe? Est-ce que finalement, quand on a plus d'anxiété générale quand on a plus d'anxiété générale, est-ce que ça nous donne finalement est-ce que ça constitue un facteur de risque de développer une anxiété mathématique? Et est-ce que c'est chez ceux qui développent une anxiété mathématique qu'on a des moins bonnes performances en mathématiques? Vous voyez, c'est ça qu'on essaye, nous, d'un point de vue statistique et de l'évaluation, d'évaluer. Donc ici, on a trois types d'items, trois types de tâches qu'on utilise, des questionnaires qui permettent d'évaluer l'anxiété de façon très générale. Donc ça peut être j'ai du mal à prendre une décision, mais on a plein de petits items comme ça qui nous permettent de calculer un score global d'anxiété générale. On évalue l'anxiété mathématique, donc typiquement on leur dit est-ce juste 9 plus 7 égale 18, et ensuite on a des smileys, ils doivent dire à quel point ils se sentent bien quand ils doivent résoudre ce type d'opération arithmétique. Et puis on a une test de fluence en fait arithmétique, c'est le maximum d'opérations arithmétiques que vous pouvez réussir en un temps donné, ici c'est 3 minutes. Donc vous avez 3 minutes, vous avez plein d'items et vous faites le maximum d'opérations arithmétiques. Alors on a une façon de regarder la problématique des inégalités sociales en regardant en fait au sein des réseaux d'éducation prioritaire et hors des réseaux d'éducation prioritaire. On sait que c'est pas parfait parce que évidemment vous avez de la variabilité des familles et des statuts socio-économiques des familles dans ces réseaux d'éducation prioritaire et hors REP, REP+, mais c'était une première étude qu'on a faite de ce point de vue-là. Donc il y a des attendus, ils sont moins bons. Les enfants scolarisés en REP, REP+, sont moins bons en mathématiques que ceux qui sont scolarisés hors REP, REP+. Ici, c'est à la fin de la primaire. Ils ont plus d'anxiété générale quand ils sont scolarisés en REP, REP+, et ils ont plus d'anxiété mathématique. D'accord, donc ça, c'était la première étape de l'étude, c'est de dire, bon, voilà, on sait qu'ils sont moins bons en maths, on sait qu'ils ont plus d'anxiété générale, on sait qu'ils ont plus d'anxiété mathématique. Ça, c'est la deuxième partie de l'étude, c'est de dire, mais finalement, est-ce qu'il y a un lien entre les performances en mathématiques chez ces enfants qui viennent de réseaux d'éducation prioritaire et prioritaire renforcée et leur anxiété mathématique? La réponse est oui. Plus vous développez de l'anxiété mathématique, moins vous avez de bonnes performances en maths. Et puis la dernière chose, c'est des modèles statistiques un peu plus complexes qui nous permettent finalement d'évaluer le rôle de médiation de certains facteurs sur les liens entre différents types de facteurs. Et donc ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas l'anxiété générale qui a un effet directement sur les compétences en mathématiques, c'est bien quand j'ai une anxiété générale plus élevée que j'ai une prédisposition à développer de l'anxiété mathématique, et c'est chez les élèves qui développent de l'anxiété mathématique qu'ils ont plus de difficultés ensuite en termes de compétences mathématiques. Donc c'est ça la chaîne causale. Mais ça veut dire qu'effectivement, il y a peut-être là, et on en a un peu... J'ai vu que dans votre appel à projet, il y avait une dimension autour des compétences socio-émotionnelles. Typiquement, la gestion du stress fait partie de ces compétences socio-émotionnelles. Et on voit que ce n'est pas quelque chose qui est décorrélé des savoirs disciplinaires. Si vous jouez sur le stress des apprenants, vous jouez d'une certaine manière aussi sur l'acquisition de leurs compétences disciplinaires. Donc il n'y a pas besoin de les opposer, c'est ça que je veux dire. Voilà. Bon, très rapidement, parce qu'évidemment j'ai pris beaucoup trop de temps sur ce que je voulais dire, je voulais juste vous montrer un peu qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de quels sont les prédicteurs, par exemple, de la réussite professionnelle.
Je pense que c'est une autre façon de regarder le problème. Souvent, on le regarde par le prisme, je dirais, du programme. Donc, on édicte des programmes de formation, on édicte des programmes pour le lycée, on édicte des programmes pour le collège, et souvent avec un prisme très disciplinaire. Et on a encore du mal à faire de l'évaluation de compétences, même si j'ai compris que vous étiez en avance là-dessus par rapport à l'éducation nationale. Mais si on se dit finalement, quels sont les meilleurs prédicteurs de la réussite professionnelle, on peut se dire, bah voilà le type de compétences qu'il faut essayer de développer dans un système éducatif. C'est une façon de regarder le problème. Donc ici, c'est une étude qui est intéressante parce qu'elle a été menée pendant plus de 30 ans. On a évalué les compétences des enfants entre 4 et 11 ans, et puis on a suivi ces enfants pendant plus de 25 ans, et on a regardé ce qui se passait quand ils étaient adultes. Et donc on a regardé, par exemple, arrivé à l'âge adulte, des variables qui sont importantes pour une société, par exemple l'état de santé physique, de santé mentale, le bien-être et la réussite professionnelle de ces adultes. Et puis, pendant l'enfance, on avait mesuré 3 types de variables. Des variables liées au statut socio-économique, parce qu'ils viennent des familles favorisées, défavorisées. Des facteurs liés plutôt au quotient intellectuel, c'est-à-dire leur connaissance, en fait, leurs compétences cognitives, et puis des choses qui sont un peu plus justement du domaine des compétences socio-émotionnelles, c'est-à-dire leur capacité de régulation de leur comportement, de maîtrise de soi, on va dire, de façon un peu générale. Donc en psychologie, on l'étudie avec une petite tâche que vous pouvez faire avec, d'ailleurs à n'importe quel âge, ça marche très bien. On vous donne un marshmallow et vous dites à l'enfant, tu peux le manger maintenant, ou si tu attends, je t'en donne un deuxième quand je reviens. Et vous regardez ce qui se passe. Avec un adulte, vous pouvez le faire avec un verre de vin, un gâteau, ça marche pareil, c'est la même compétence. Est-ce que je mange tout de suite le gâteau, ou est-ce que je suis en mesure d'attendre pour obtenir un deuxième gâteau plus tard? Et donc, alors évidemment ça prête à sourire, mais en fait c'est assez fondamental pour nos apprentissages. C'est typiquement l'idée de se dire que je ne vais pas je vais réussir à contrôler mon impulsivité pour obtenir quelque chose de plus important dans le futur. Et en fait tous les apprentissages ils sont basés là-dessus. C'est-à-dire qu'on passe par une période complexe, compliquée, qui n'est pas forcément la plus plaisante du monde, mais au bout du processus, on aura développé des compétences qui nous permettent de nous insérer professionnellement ou de faire le métier qu'on avait envie de faire. Bon, quand vous regardez ces 3 variables et vous vous dites, mais finalement, quelle est la plus prédictive de ma réussite professionnelle, de ma santé physique, de ma santé mentale, de mon bien-être une fois que je suis devenu adulte, et c'est pas le quotient intellectuel. Et ça, c'est un problème, parce que, en tout cas, dans un certain nombre de systèmes éducatifs, jusqu'à à la fin du collège, ce qu'on développe chez les apprenants, c'est leur quotient intellectuel. Mais ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut toujours transférer des connaissances. Mais en tout cas, ce n'est pas ce qui est le plus prédictif de la réussite professionnelle. Donc, c'est peut-être d'autres types de compétences qu'il faut réussir à développer. Et effectivement, même quand vous contrôlez pour la variabilité sur l'ensemble de ces facteurs, qui est évidemment dû au niveau socio-économique des familles, ce qui est le plus prédictif de tout ce dont on a parlé, c'est les capacités de maîtrise de soi entre 4 et 11 ans. Donc voilà le type de compétences qu'il faut réussir à renforcer, à tous les âges de la vie, ce n'est pas spécifiquement pour les enfants de 4 à 11 ans. À partir du moment où vous avez ce type de compétences-là, vous êtes en mesure d'apprendre et de progresser dans vos apprentissages. Parce qu'en gros, vous êtes capable, effectivement, d'investir des efforts, d'être persévérant. Donc il y a un enjeu. Quand on parle des compétences socio-émotionnelles, c'est ce dont on parle. Et on sait que ça a des retentissements, effectivement, sur un très grand nombre de domaines, qu'ils soient professionnels ou non professionnels. C'est aussi peut-être l'enjeu, c'est qu'on ait des futurs adultes qui soient en bonne santé physique, mentale, qui soient capables de gérer leur stress, qui soient capables de gérer des situations stressantes, parce qu'on va en rencontrer que ce soit dans le domaine personnel ou dans le domaine professionnel. Bon, je vais sauter un peu parce que sinon je vais vraiment pas avoir le temps et puis je voulais qu'on ait un peu de temps pour discuter. On a jusqu'à quelle heure en fait? Je sais pas du tout. 40? 45? 45, d'accord. Donc je vais laisser un temps de discussion. Donc je vais sauter un nombre de slides non négligeable. Donc n'ayez pas peur, c'est comme d'habitude. C'était simplement pour vous dire que bon, tout ça je le sais. Tout ça je voulais vous en parler, mais c'est pas grave. Ça aussi je le sais. Hop, tac.
ça aussi. Bon, en gros, ce dont on a parlé, c'est les compétences du 21e siècle. Alors on les entend comme ça, on parle de compétences socio-émotionnelles. C'est finalement toutes ces compétences transverses qui sont impliquées dans un certain nombre de situations de notre vie quotidienne. Donc il y a plusieurs listes qui en existent. Il y en a qui sont du domaine de compétences, d'autres qui sont du domaine plutôt du caractère. Mais l'une n'exclut pas l'autre. Ici, je crois que celle-là, elle vient, celle de droite, pardon. C'est une classification qui a été faite par soit l'OCDE, soit par le Forum économique mondial. Mais c'est intéressant parce que tout d'un coup, on va mettre l'accent, par exemple, sur les capacités de pensée critique, la capacité de résolution de problèmes, la capacité d'être créatif, les capacités de communication, les capacités de collaboration, la curiosité, le sens de l'initiative, la capacité à être adaptable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a typiquement des systèmes, notamment anglo-saxons, qui depuis très longtemps travaillent sur des apprentissages socio-émotionnels, effectivement en disant que ces apprentissages socio-émotionnels, ils sont assez critiques pour la professionnalisation. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus qu'effectivement dans les entreprises, il y a une demande, dans le domaine professionnel, effectivement, de pouvoir évaluer ce type de compétences. Alors on a deux soucis pour l'instant, c'est qu'on sait très mal les évaluer. Personne ne sait vraiment les évaluer. On a des questionnaires d'auto-évaluation. Et je peux vous dire que c'est très global, puisque j'en parlais il y a quelques temps avec Pôle emploi qui se pose la question de savoir comment ils pourraient réussir à les évaluer, notamment via des serious games, et pas simplement, mais aussi avec des jeux vidéo. Donc on essaye de travailler un peu là-dessus. Et puis, je sais que c'est une question aussi pour l'ONICEP, puisque j'étais avec Frédéric Alexandre Bailly, avec lequel on en parlait aussi. Parce que c'est aussi un vrai problème, c'est-à-dire que typiquement, on évalue mal ces compétences transverses, alors même qu'on sait qu'elles sont extrêmement importantes. Donc je dirais qu'il y a une double question. C'est comment on arrive à les développer dans chacune des disciplines et des matières. Il n'y a pas besoin de le faire à côté d'eux, et d'ailleurs c'est un des problèmes qu'on a souvent eu dans nos systèmes éducatifs, c'est qu'on a dit que ça c'est les compétences du socle, donc on les met bien de côté, et puis on s'y intéresse pas, alors même que ça devrait être celle qui devrait être au centre de notre problématique, mais je pense qu'on peut le faire dans chacune des matières, et d'ailleurs je voulais vous dire simplement que c'est pas un espèce de rêve de chercheur un peu éthéré dans sa tour d'ivoire de la Sorbonne. Il y a des systèmes éducatifs qui le font vraiment. Si vous allez par exemple dans le système canadien, en Colombie-Britannique, l'objectif du système éducatif, c'est de développer les compétences socio-émotionnelles. Point. À la ligne. Il n'y a pas d'autre objectif. Ça ne veut pas dire que les enfants n'apprennent pas à lire, écrire, compter, raisonner. Ça ne veut pas dire que plus tard, ils n'apprennent pas à faire des équations différentielles. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de formation professionnelle. Mais ça veut simplement dire qu'à un moment, ils se sont rendus compte que comme c'était les compétences finalement qui étaient critiques pour le monde actuel, c'est peut-être celle-là qu'il faut essayer de se dire qu'il faudrait qu'on développe dans nos systèmes éducatifs, quel que soit son niveau. Donc c'est pas impossible. Après l'enjeu c'est comment on le fait, ça c'est pas forcément très évident. Et la troisième question c'est comment on les évalue, parce que si je vous dis qu'il faut faire de l'évaluation, il faut aussi faire de l'évaluation de ce que vous avez développé à travers vos approches disciplinaires. Est-ce que vous avez réussi à développer ce type de compétences? D'accord, ça peut être aussi un enjeu. C'est pas forcément évident, mais on peut aussi les adapter et on peut collectivement, et je pense que on disait que ça doit être de la co-construction. Oui, ça doit être de la co-construction sur ces questions-là, parce qu'il faut probablement adapter les outils qu'on a déjà. Ça je vais le sauter aussi, comme ça ira plus vite. Non, je voulais juste vous alerter sur un certain nombre de choses qui sont problématiques quand on pense la transformation numérique. C'est de vous dire que effectivement, même si je ne suis pas du tout critique sur les écrans et je ne suis pas non plus prosélyte sur les écrans, c'est de vous dire que effectivement il y a peut-être des compétences qu'il faut aussi développer quand on se dit qu'on va passer au numérique. Et on voit bien que le numérique, ça peut avoir des effets extrêmement positifs, mais que parfois ça peut avoir des effets délétères sur certains apprentissages. Notamment, on sait que typiquement suivre un cours en ligne, ça ne permet pas de rester plus concentré. Donc si vous vous dites on va faire de la captation vidéo de tous nos cours et comme ça les gens resteront plus concentrés parce qu'ils seront tranquilles devant leur écran, la réponse est non, ça ne marche pas. Vous avez exactement le même phénomène que quand vous donnez un cours en classe de façon classique, c'est-à-dire que toutes les 20-25 minutes, si vous arrêtez votre cours et vous dites simplement, vous demandez aux étudiants est-ce que vous avez pensé à autre chose qu'au cours dans les 25 dernières minutes, plus vous avancez dans le cours, moins ils sont attentifs. C'est normal, on sait que nos capacités attentionnelles sont limitées et que c'est difficile de rester concentré. C'est encore pire quand c'est un cours en ligne. C'est 32% dans la première demi-heure, 57% dans la deuxième demi-heure.
Donc ils n'apprennent pas mieux avec le numérique fondamentalement, d'accord? Mais ce qu'on peut faire avec le numérique, par contre, c'est effectivement d'essayer de mettre en place des choses qu'on a plus de difficultés à mettre en place quand on est en présentiel. Et puis je voulais vous alerter sur cette étude, elle est intéressante, parce que c'est souvent ce que je présente à mes étudiants. Je vous rappelle que, je dis à mes étudiants, je leur rappelle que plus ils sont concentrés, plus ils sont performants sur l'examen qu'on leur donne à la fin. Donc il y a un enjeu à rester concentré pendant ces apprentissages. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est une étude qui a été publiée dans la revue Science, je crois, ou Nature. Où en fait on a essayé différents types d'interventions, mais notamment on a des données qui sont assez consolidées, qui montrent que si, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette étude, mais en gros c'est une étude expérimentale dans laquelle on montre que si vous testez toutes les 20 minutes, tester ça veut simplement dire poser des petites questions aux apprenants, vous arrêtez votre cours, et puis vous arrêtez la vidéo que vous avez pour le distanciel, et puis simplement vous allez poser un certain nombre de questions sur ce premier segment, d'accord? Et puis, 20 minutes après, vous arrêtez de nouveau la vidéo ou le cours que vous êtes en train de faire, et puis vous posez des petites questions aux apprenants sur ce que vous venez de présenter. D'accord ? Le simple fait de faire ça, ça améliore leur concentration, ça améliore leur prise de notes, et ça améliore la mémorisation des informations. C'est tout bête à mettre en place. Hein. Et ça peut être mis en place en distanciel ou en présentiel. Mais ça demande des modalités pédagogiques, d'ajustement des modalités pédagogiques. Et ça, vous pouvez l'évaluer. C'est relativement facile à évaluer. Vous comparez différents types de groupes à qui vous proposez ou non ce type de questions toutes les 20 minutes. Donc voilà, on sait que c'est difficile de rester concentré, c'est d'autant plus difficile de rester concentré quand on est sur du distanciel, mais on a des leviers pour effectivement favoriser les apprentissages dans ce type de domaine. Bon, c'est vrai aussi sur la prise de notes. Ici, c'est une étude qui est aussi intéressante dans laquelle vous êtes dans un texte de science et on vous donne 4 stratégies d'apprentissage des informations. Soit vous lisez le texte une fois, soit vous lisez le texte 4 fois, soit vous créez une carte mentale. Alors, je sais que c'est beaucoup utilisé, les cartes mentales. Désolé de vous dire que d'un point de vue purement de la psychologie d'apprentissage, ça marche pas, hein, les cartes mentales. C'est pas une bonne stratégie pédagogique, donc ne perdez pas trop de temps. Enfin, c'est pas ce qui marche le mieux en tout cas. Voilà, hein, je dis pas qu'il faut pas laisser vos apprenants le faire ce qu'ils veulent, mais je dis simplement que, enfin, ne le définissez pas comme une stratégie pédagogique efficace en soi pour tout le monde. Et puis on a une dernière approche qui est d'étudier le texte une première fois, de faire un test de mémorisation libre. C'est simplement on dit aux apprenants de se poser des questions sur ce qu'ils viennent de lire, et puis de lire une deuxième fois le texte et de refaire un test de mémorisation libre. Point. D'accord ? Puis après, on va les tester sur soit des questions verbatim, soit des questions d'inférence. C'est aussi ça l'enjeu des apprentissages, c'est qu'ils puissent réutiliser les connaissances dans un autre contexte, soit simplement sur quelque chose qui, pour moi, est beaucoup plus, qui est intéressant pour moi dans cette étude, c'est-à-dire leur sentiment d'apprentissage. À quel point ils ont le sentiment d'avoir appris dans ces différentes conditions. Bon. En rouge, c'est je lis le texte une fois. En jaune, c'est je lis le texte 4 fois. En bleu, c'est de faire une carte mentale. Et en vert, c'est de se poser des questions une première fois, relire le texte une deuxième fois et de se reposer des questions. Donc vous voyez que pour les questions verbatim, ça marche mieux comme stratégie, en tout cas pédagogique, de se poser des questions. On ne lit le texte finalement que 2 fois, mais on retient plus d'informations que si on l'avait lu 4 fois. Ou que si on avait fait une carte mentale. Et vous voyez que de lire le texte 4 fois ou de faire une carte mentale, ça produit exactement le même effet. Et c'est moins coûteux de ne pas avoir fait de carte mentale. Donc, si vous êtes dans un cours ratio-bénéfice, pas sûr que ce soit intéressant de faire des cartes mentales. C'est vrai aussi pour les questions d'inférence. C'est meilleur si vous êtes passé par cette séquence, lire le texte, poser des questions, lire le texte, poser des questions. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'est-ce que ça produit en termes de sentiment d'apprentissage. Et c'est pour ça que ça fonctionne mieux de se poser des questions. C'est-à-dire que ceux qui ont l'impression d'avoir le moins appris, c'est ceux qui ont le mieux appris. Tout au bout à droite, vous avez ceux qui, justement, ont suivi, c'est leur sentiment d'apprentissage. Ceux qui se posent des questions, en fait, ils ont l'impression d'avoir moins appris. Mais en fait, ils ont beaucoup mieux appris. Parce qu'ils ont réussi à auto-évaluer leur apprentissage. Et ça, c'est un autre enjeu extrêmement important aujourd'hui qu'on doit essayer d'évaluer chez les apprenants, c'est leur capacité à auto-évaluer leurs apprentissages. C'est-à-dire, en gros, à développer leur métacognition. Et la métacognition, c'est l'ensemble des processus d'auto-réflexivité qui me permettent finalement à un moment donné d'avoir conscience des stratégies que j'utilise dans une situation de résolution de problème. Et ça, c'est un vrai enjeu, c'est-à-dire d'arriver à développer ce type de compétences-là. Parce qu'à partir du moment où vous avez la capacité d'auto-évaluer
finalement ce que vous produisez, vous avez la possibilité d'apprendre de vos erreurs. Donc ça, c'est aussi un des enjeux sur les compétences socio-émotionnelles. Bon, je vois qu'il est déjà très tard, donc je vais m'arrêter là. Je suis désolé d'avoir débordé encore une fois, j'avais plein d'autres slides à vous présenter, mais c'est pas grave. Je les présenterai une autre fois, et je vous remercie pour votre attention.